On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Bien, alors, rebonjour à tout le monde. Canal Pourpre est bien content. C'est pour ça que mon président adoré est à ma droite. On t'a surveillé. De retrouver Marie-Hélène Galichet, salut, du mouvement citoyen, enfin qui fait une des nombreuses animatrices de mouvement citoyen dans le coin. Et notre ex-député, M. Garrigue, ce n'est pas la première fois qu'il vient à Canal, mais voilà, on vous remercie d'être Non, venu. c'est avec plaisir. Voilà, vous nous avez prévenu ce matin que c'était d'accord. Voilà, on a pensé que c'était pas mal de vous faire venir pour peut-être faire un petit bilan de votre mandature qui a duré fort longtemps, de vos différents mandats aussi. Et ma foi, on va essayer de faire cette chose si difficile qui s'appelle une discussion politique. Voilà, moi j'avais surtout pensé au cumul des mandats. Vous connaissez ma marotte, je fais partie des gens qui n'aiment pas du tout le cumul, ni d'ailleurs le renouvellement des mandats, ce qui fait que, ma foi, lâchement, je me félicite de votre sortie de député en disant, ben voilà, au moins un type qui ne va pas renouveler. Au moins quelqu'un qui le dit franchement. Et il y a, je le signale pour tout le monde, 38 nouveaux députés à ces dernières élections législatives en France. Sur 577, c'est pas beaucoup, mais enfin, il y a un petit signe de renouvellement de la classe politique, tout petit. On va peut-être parler de tout ça. Mais moi, je voudrais laisser d'abord la parole à Hélène, qui peut-être va nous dire, profiter de la présence de M. Garrigue, peut-être. Qu'est-ce que tu penses de ces élections passées, présidentielles, législatives? Comment vous avez vécu ça, vous autres, vrais citoyens, comme il y a des vrais gens, paraît-il? Tout le monde est un vrai citoyen, donc on est tous à égalité par rapport à ça. Alors après, on n'a pas forcément tous le même niveau de responsabilité. Et puis, effectivement, une des questions, c'est, dans la politique, c'est pourquoi justement ça tourne comme ça. Et en clair, pourquoi à un moment ou à un autre, que ce soit au niveau de la présidentielle, qui est finalement qu'on remet son mandat à un homme, ce qui peut quand même poser un certain nombre de questions. Un homme blanc de plus de 55 ans en général, oui. Voilà, très souvent, voilà. Donc par rapport à, et aussi après par rapport aux gens qui nous représentent, finalement, comment on pourrait s'articuler. Aujourd'hui, ça ne s'articule plus. Comment on peut s'articuler, effectivement, des gens de terrain qui peuvent avoir des propositions à faire, qui peuvent avoir des idées, un décryptage politique, qui ont envie de se saisir d'un certain nombre de dossiers et des élus qui sont très loin, qui sont très loin de nous, quoi. Donc l'idée, les collectifs citoyens, où c'est le travail, c'est quelque part un travail d'éducation populaire, c'est-à-dire de dire que contrairement à ce que l'on nous dit tout le temps, dormez braves gens, nous gérons bien vos affaires, et puis après c'est tout va bien Madame la Marquise, et c'est un peu dans ce qu'on est en ce moment. Alors, juste pour finir ma phrase, c'est effectivement de leur dire que la politique, c'est pas une affaire d'experts, justement. La politique, c'est une affaire d'hommes et de femmes. Voilà. Et qu'il faut bosser, effectivement, pour s'approprier les problèmes, ça passe par de la connaissance, ça passe par du travail, mais que d'un autre côté, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas discuter d'égal à égal, et arriver avec des propositions qui devraient être entendues, puisque quelque part, on donne un mandat, mais qui est un mandat en blanc, qui doit être un mandat que l'on rediscute. On n'édite pas pour 5 ans, ça devrait être quelque chose que l'on construit ensemble. Voilà, c'est un peu là-dessus. On peut peut-être repartir là-dessus, juste avant d'entrer ici. On en parlait un petit peu avec M. Garrigue qui semblait beaucoup moins optimiste que toi, justement, sur la compétence des citoyens, disons, pour cette fonction qu'il appelle un métier, peut-être, qui demande pas mal d'expertise. Alors il se trouve que vous étiez administrateur public du Parlement, donc vous connaissiez bien le fonctionnement de la situation parlementaire française. Mais enfin, vous êtes quand même beaucoup moins optimiste qu'Hélène sur cette affaire de compétences citoyennes. Non, c'est pas ça. Moi, je suis d'accord sur en gros sur les idées que vous énoncez. Pour moi, il n'y a pas, je dirais, un parlementaire, il a deux dans notre système, puisque on pourrait imaginer
que le Parlement ça soit élu dans une grande circonscription nationale qui serait la nation, mais dans un système où le système est fondé sur l'existence des circonscriptions, c'est-à-dire que chaque député est représentant d'un petit bout de territoire. Alors à moins de changer de système, ce qui peut très bien se concevoir. Attendez, mais aujourd'hui, on est dans ce système-là. Je ne suis pas sûr que vous ayez tout à fait raison. Le député représentant du territoire... Non, attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Tiens, Gilles, tu vas remettre le micro. Attendez, laissez-moi parler, parce que si vous ne me laissez pas expliquer les choses... Ça y est, je me fais déjà engueuler. Non, c'est pas ça. Laissez-moi expliquer les choses. Non, mais on est dans un système où le député est élu par un petit bout de territoire, ce qui fait qu'il y a une double attente à son égard. C'est qu'à la fois, il joue son rôle normal, qui est celui de député, de représentant de la nation au Parlement, et de se faire entendre au Parlement, mais en même temps, comme il est élu d'un petit bout de territoire, et c'est là, je dirais, c'est le particularisme un peu, mais dans la plupart des pays, en fait, c'est quand même comme ça. Tout le monde est quand même représentant d'un petit bout de territoire. En même temps, on attend de lui, particularité française, mais qui est plus accentuée peut-être en France qu'ailleurs, on attend de lui qu'il soit quand même un peu le porte-parole de ce territoire qu'il représente et qu'il soit très impliqué dans la vie de ce territoire. Donc, si vous voulez, le parlementaire, s'il veut bien remplir sa mission, il faut qu'il sache à la fois jouer son rôle vrai rôle de parlementaire au niveau national, sur les enjeux nationaux, et puis en même temps être à l'écoute en permanence de ce qui se passe sur le territoire. Et je dirais que il faut arriver à faire ce va-et-vient constant entre le local et le national, et le national et le local, ce qui est quand même intéressant. Non, c'est pas forcément du clientélisme. Attendez, les problèmes, excusez-moi, je prends un exemple. C'est pas du clientélisme. Moi, il y a un problème que j'ai vu apparaître, c'est, j'appelle l'émergence d'un nouveau monde rural sur nos territoires. C'est-à-dire que là où on pensait il y a 30 ans qu'on allait vers une désertification du monde rural à cause de l'exode rural, il s'est passé exactement l'inverse. On a vu la population augmenter sur les territoires ruraux, on a vu... toutes les générations pratiquement sont présentes maintenant, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus s'installer. Je dirais, c'est ça la réalité du travail du député, c'est précisément d'être capable d'observer ce type de phénomène et d'attirer l'attention, qui est un phénomène qu'il saisit localement, et d'attirer l'attention du national sur cette réalité, avec un certain nombre de problèmes, si vous voulez, spécifiques. Je pense par exemple à un problème sur lequel j'ai beaucoup insisté dans ma campagne, parce que je pense qu'il y a un problème très grave, c'est la désertification médicale, c'est-à-dire le fait qu'on voit le départ des médecins, des spécialistes, etc. Et je dis, moi je considère que c'était mon rôle de parlementaire d'insister là-dessus. Alors après vous me dites le rôle des citoyens, moi j'ai rien du tout contre le rôle des citoyens, d'abord les parlementaires sont eux-mêmes des citoyens, et notre rôle effectivement c'est de dialoguer en permanence, je suis tout à fait pour ce dialogue permanent avec les citoyens. Ce que je regrette, c'est que ce dialogue, j'ai souvent eu du mal à trouver des vrais interlocuteurs citoyens sur le terrain. Il y a quand même quelque chose, ou un écho qu'on retrouve dans ce qu'a dit Hélène, avec peut-être une première analyse de votre défaite, c'est-à-dire le fait que ce que reproche en gros le collectif citoyen, il parle de défaite. C'est pas une défaite. Cette rupture, Gilles, s'il te plaît, cette rupture entre, le mot était peut-être un peu fort, mais la rupture entre les citoyens et les appareils, les partis. Et comment vous l'avez analysé? Est-ce que on a analysé le retour de la bipolarisation, le fait que vous n'aviez plus le soutien d'une structure ou d'un parti. J'ai souhaité ne plus avoir. Voilà. J'ai souhaité me séparer de la structure. Est-ce que ça, justement, ça sacrifier lui-même. Ça reprend un peu ce que dit le collectif. Ça reprend un peu ce que dit le collectif citoyen, c'est-à-dire de montrer que quand on n'a pas cette attache politicienne, enfin ce cadre de parti, finalement, on a très peu de chances d'être élu. Je pense que je pense que les choses aujourd'hui sont en train de s'aggraver de ce point de vue-là. C'est-à-dire que et ça pose le problème, et c'est tout. Et je dis là-dessus, moi je comprends bien ce que vous dites sur le problème du fait d'avoir du cumul des mandats. Le fait pour un parlementaire d'avoir un autre mandat en même temps, ça lui donnait une assise locale qui lui garantissait justement une certaine indépendance vis-à-vis des structures. Ça garantissait le clientélisme, le conflit d'intérêts et la catastrophe. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Je veux dire,
Le problème des parlementaires aujourd'hui, et si demain on va à l'interdiction du cumul, bon, qui est peut-être une solution, mais il faudra reposer peut-être un certain nombre de questions, c'est le fait que les parlementaires seront pieds et poings liés dans les mains des états-majors politiques. Or, le fait d'avoir justement une certaine assise locale, ça pouvait garantir une certaine indépendance, moi je le dis, et une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette réalité-là, elle est en train de disparaître de plus en plus, parce que il y a eu les parlementaires, d'abord en général, ont de moins en moins des mandats locaux importants. Il y en a quand même encore qui sont présidents du Conseil généraux, surtout les sénateurs. Il y a les députés maires, ça, il y en a quand même encore pas mal. Mais c'est vrai que... Plus de 80% oui, bon, oui, mais cumulard, il y a cumul et cumul. Oui. Mais je veux dire, le problème, c'est que on demande aux parlementaires de s'occuper des enjeux locaux, et si ils n'ont plus de mandat local, ils vont être évincés complètement du débat local. Mais non, mais je le dis parce que c'est la vérité. Ils sont là pour faire la loi au niveau de la nation. Non, ils ne sont pas là pour faire la loi, ils sont aussi pour voter le budget et contrôler la manière dont la loi est appliquée et la manière dont les politiques sont mises en œuvre. Il n'y a pas que la législation, il y a le contrôle. Ça devrait donc suffire. Oui, je suis d'accord avec vous, mais le problème aussi, si vous voulez avoir des parlementaires qui ne soient pas complètement des pions dans les mains des états-majors, des appareils politiques, comment vous faites Mais moi, je n'apporte pas les réponses. Peut-être en faisant un retour aux citoyens, régulier aux citoyens de sa circonscription. Je suis d'accord là-dessus. Et c'est ce débat-là qui est là-dessus. Je vous réponds. Juste concrètement par rapport à ce que vous venez de dire, de ne pas avoir les pieds et mains liés, le fait qu'on ait un mandat local, je ne comprends pas très bien en quoi le fait d'avoir un mandat local puisse vous donner plus de poids par rapport à l'appareil à l'échelle nationale. Est-ce que vous avez un exemple concret qu'on puisse comprendre? Parce que le fait d'avoir un mandat local et ça sera sans doute de moins en moins vrai, mais le fait d'avoir un mandat local, c'est pas ça. Le fait d'avoir un mandat local, ça veut dire que vous aviez quand même une assise localement. Vous aviez un pouvoir local. Un certain pouvoir local, et puis vous aviez un certain nombre de gens avec lesquels vous travailliez de façon, et ça vous donnait une certaine indépendance par rapport aux appareils politiques. Et pourtant, les appareils politiques étaient là aussi. Je ne vois pas en quoi ça vous rend plus indépendant par rapport à l'appareil politique d'avoir un mandat local. Il y a une contradiction aujourd'hui qu'il faudra qu'on résolve, c'est que vous avez des députés... Non, mais il s'agit de savoir ce qu'on veut. On est dans un système où, avec la décentralisation, ce qui n'est pas un mal, moi je suis pour la décentralisation, et je trouve que le fait, la montée en puissance des structures locales, ça a été une bonne chose, parce que ça permet aux gens de s'impliquer beaucoup plus dans les enjeux locaux, encore que, à mon avis, la manière dont les structures décentralisées évoluent, c'est de plus en plus confisqué par un petit nombre de personnes qui fonctionnent. Voilà, parce que le problème il se pose aussi. Non, mais le problème il un vrai scandale. Il se pose aussi pour la décentralisation. Et un corps préfectoral, si vous voulez, qui était quand même assez secoué au départ par la décentralisation et qui a repris énormément de poids, et qui en fait ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir le moins d'interlocuteurs possible en face de lui sur le terrain. Je veux dire, l'effet de faire leur boulot. Mais le problème des députés, c'est que le problème du député, s'il n'a aucun mandat localement, c'est qu'il est complètement évincé de tout ce qui concerne le local. Et donc, s'il est évincé complètement de tout ce qui concerne le local, il est complètement dans la main des états-majors politiques. C'est ce que j'ai compris que complètement cette analyse. Mais vous contestez peut-être cette analyse. Moi, je pose une problématique et je dis c'est pas si simple que ça. Oui, mais on est d'accord là-dessus. Alors juste on respire 2 secondes. Je suis d'accord pour chercher des solutions. Mon président, on va respirer 2 secondes. C'est des problèmes, je les ai vécus. Donc moi je vais donner juste la référence, une petite référence parce qu'il y en a 1000. Mais Le Monde du samedi 9 juin 2012 a fait 3 pages sur cette plaie ouverte du régime français, du régime politique français, qui s'appelle le cumul des mandats. 2 pages et demie, 3 pages. Qui sont pas mal faites, une petite synthèse et tout ça, et c'est quand même très clair. Je vous assure que les raisons que vous avancez, en toute sincérité, j'admets bien sûr, mais ne tiennent pas la route sur le plan concret. Alors peut-être on pourrait creuser un peu finalement le fond de cette affaire, qui n'est pas qui a raison, qui a tort, mais comment on fait pour améliorer la représentation politique française? Comment on fait pour
cette fichue participation, contribution des citoyens, coopération des citoyens, coopérative, enfin je ne sais pas, les mouvements citoyens. Est-ce que, alors je ne sais pas... Moi je vais vous répondre, hein. Moi je suis tout à fait pour, hein, et la démarche que vous proposez, je suis tout à fait favorable. Moi j'ai essayé à plusieurs reprises... Alors soyons précis, comment vous avez essayé? J'ai essayé de tenir des réunions, par exemple, de compte-rendu de mandat. J'ai tenu canton par canton, des réunions de compte-rendu de mandat. Quand il y a eu des débats... Ça marchait ou pas Mais j'ai peu de gens, malheureusement, qui sont venus. Attendez, peu de gens, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, par canton, j'avais entre 10 et 30 personnes par canton qui venaient. C'est pas mal, non, ça? Je trouve que c'est pas suffisant. Et en plus, souvent, les gens qui venaient... Ah, bien sûr, j'ai varié un peu les heures, tantôt à 20h30. Après, je me suis dit, 20h30, ça va peut-être pas, parce qu'il y a les émissions de télé du soir. Donc, je l'ai fait à 19h. Et à 19h, ça n'a rien changé. Est-ce que c'était des monologues de votre part? Non, j'expliquais, puis je répondais aux questions des gens. Et il y en avait? Oui, il y avait des questions, mais qui venaient essentiellement, c'était des élus. C'était des gens qui étaient déjà... il y avait très peu de citoyens en tant que tels. C'était des élus, des maires, pas forcément d'ailleurs de mon bord. Hein, ça, je dirais que là-dessus, c'était des gens un peu ouverts. Mais le problème, si vous voulez, c'est que les citoyens de base, alors que pourtant je prévenais, ne venaient pas. Est-ce que vous avez fait état de cette carence, de cette faille? Enfin, est-ce que vous avez... publiquement fait état du fait que... oui, j'ai dit que je regrettais qu'il y avait plus de monde qui vienne. J'ai eu par exemple, j'ai fait campagne beaucoup en 2005 pour le oui au référendum sur le traité constitutionnel. Bon. J'ai fait une campagne très active parce que je pense que moi je suis pour la construction de l'Europe. Après la question c'est de savoir quelle politique on mène à l'intérieur de l'Europe. Mais j'ai fait des réunions d'information et c'est vrai que là j'ai eu pour la première fois un petit renouvellement du type d'interlocuteur que j'avais. Le nom venir. Mais j'ai senti. Oui, non, c'est pas ça. C'est que des gens qui s'intéressaient aux enjeux européens. Mais j'avais pareil entre 20, 25, 30 personnes au plus par réunion. C'est probablement pas une question de nombre. Hein. C'est vrai. Oui, non, mais voilà. Une affaire de composition. C'est très difficile hein, d'intéresser les gens. C'était les réunions de canton. On verra peut-être d'autres exemples. Mais justement, là, si je peux rebondir sur l'exemple de M. Garrigue, quand ce sont des enjeux importants, des dossiers importants, donc effectivement le traité constitutionnel européen, le problème de la dette, le problème de la mondialisation, de la démocratie, moi je pense qu'il y a des gens qui se déplacent, en tout cas moi pour avoir fait activement campagne pour le non, nous faisions salle comble. Je veux dire, c'est-à-dire que les gens se sont vraiment emparés du sujet parce qu'ils avaient l'impression qu'on était en train de des comptes rendus de mandat, c'est quand même important justement quand on réclame que les citoyens doivent pouvoir demander des comptes aux représentants. Non, ça voudrait dire que les questions locales ont moins d'importance que le TCE ou d'autres questions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a une certaine passion de la politique, qu'il faut lutter contre le discours de dire non, les citoyens ils sont devant leur télé. C'est ça. Pourquoi les citoyens n'allaient pas chez Garrigue et pourquoi Garrigue n'allait pas chez vous? Le député n'allait pas chez vous et vous n'allez pas. Attendez, le député c'est quand même lui qui a été élu, c'est quand même à lui d'abord qu'on a demandé des comptes, il me semble. Donc, mais rien ne vous empêche d'être... Non mais je suis allé dans des réunions, attendez, j'ai passé mon temps à aller dans des réunions. Oui, moi j'ai toujours jamais refusé les réunions contradictoires, au contraire j'aime beaucoup les réunions contradictoires. Si je suis là d'ailleurs aujourd'hui, c'est bien pour ça. Oui, ça c'est vrai. Des types font campagne pour le non, vous pourriez vous pointer dans le truc en disant écoutez, ça m'est arrivé du coin, je ne suis pas d'accord. Mais ça m'est arrivé d'aller dans des réunions. On y allait, oui, on allait dans des réunions. Il y allait aussi. C'est pas mal. Mais le problème, si vous voulez, ce que je trouve, c'est que malheureusement, il y a trop peu de personnes qui s'impliquent vraiment dans ce type de démarche. C'est un vrai problème. Mais peut-être aussi parce que le discours est que de toute façon, la politique, c'est une question d'expertise. C'est quand même ça que l'on matraque tous les jours, tout le temps, qu'il faut des experts. Et finalement, donc les gens pensent, et quelque part, quand on leur dit vous avez voté, donc vous remettez votre pouvoir à quelqu'un et après on se revoit dans 5 ans. Je veux dire, c'est quand même ça qui est quand même relativement rentré dans les mœurs. Et je ne suis pas sûre que pour le coup, vous êtes peut-être une exception, M. Garrigue, mais je ne suis pas bien sûre que l'ensemble des députés ait forcément très envie de voir les citoyens se mêler. Donc après, je pense que ça dépend peut-être quand même des gens qui ont cette place-là. Réaction de M. Garrigue.
Non, moi je crois qu'effectivement, effectivement, non, mais je crois que les deux sont pas antinomiques. Parce que c'est vrai que pour traiter un certain nombre de problèmes, il faut une expertise, c'est évident. Je veux dire, c'est vrai autant pour les citoyens que pour les élus d'ailleurs. Je veux dire, l'expertise, elle n'est pas réservée qu'à certains. Donc je veux dire, il est normal qu'on cherche. Un représentant, ça fait deux. Non, mais il est normal. Non, mais attendez, même si vous êtes un représentant, vous ne pouvez pas ne pas vous prononcer sur les problèmes sans chercher à avoir une certaine expertise. Non, vous êtes obligé d'avoir une certaine expertise. D'être un expert, c'est ça que vous voulez dire? Moi, je suis désolé, quand je traite des questions finances publiques ou des questions européennes, j'ai toujours travaillé sur ces sujets et j'ai toujours cherché à acquérir un maximum de connaissances et d'expertise de ces sujets. C'est évident, sinon c'est très difficile de se faire entendre autrement, c'est évident. Et je veux dire, pour les citoyens, c'est pareil. Mais je veux dire, en même temps, le rôle de l'élu sur ces questions-là, c'est aussi d'être capable d'expliquer les choses aux citoyens et de répondre à leurs interrogations. Donc je veux dire, il n'y a pas pardon, les questionner à leur tour, ça serait pas utile. Mais bien sûr, mais d'ailleurs quand vous faites des réunions, les gens ils viennent vous interroger et puis ils vous donnent leur point de vue. Mais ils vous donnent leur point de vue. Ils vous donnent leur point de vue. Moi, si j'étais député, Inch'Allah, parce que nous avons été candidats ensemble, vous vous souvenez? Oui. J'ai failli être élu à très peu près. Oui, ça s'est joué à quelque chose. Et je me dis, si j'étais député, je demanderais aux gens quand même. Je demanderais aux gens. Au lieu de dire, je vais répondre à vos questions, chers concitoyens, moi, je leur demanderais. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que à part les comptes rendus de mandat, les réunions de compte rendu de mandat, est-ce qu'il y a d'autres occasions comme ça? Attendez, ça n'arrête pas quand vous êtes dans la vie publique. Vous allez constamment devant des associations, vous recevez constamment des gens dans votre permanence. Moi, je recevais des gens. C'est pas ce que je demande. Mais si, mais attendez, des gens qui viennent vous expliquer des problèmes. Vous avez tendance à penser qu'un député, ça fait du clientélisme. Excusez-moi, les gens que je reçois, que j'ai toujours reçus dans mes permanences, il y en avait qui venaient effectivement demander d'ailleurs des interventions. C'est vrai, quelquefois, ils demandaient des passe-droits, mais là, souvent, c'est des gens, excusez-moi, là aussi, je voudrais quand même... Ça, c'est du clientélisme, on est bien d'accord. Là, c'est du clientélisme, je suis d'accord avec vous. Okay. Mais par contre, la majorité des gens, ils viennent vous voir parce qu'ils sont en conflit, ils ont du mal à faire reconnaître tel ou tel droit, et vous êtes plus dans un rôle de médiateur qu'autre chose. Je vous signale qu'il y a un truc qui s'appelle des conciliateurs de justice. Oui, mais les gens, oui, d'accord, mais les gens, ils aiment aussi passer par les députés, et pour nous, c'est très utile. Et excusez-moi, vous me parlez du rôle de législateur du député, c'est quand même très utile pour nous de savoir les difficultés que les gens rencontrent sur le terrain pour faire reconnaître leurs droits. J'espère que vous informer comme tout le monde aussi. Oui, mais attendez, c'est très... ces difficultés, c'est que... attendez, mais les gens, ils viennent... Pas lire les journaux. Mais attendez, c'est pas une question de lecture des journaux, c'est les gens qui viennent vous expliquer des situations très concrètes, in vivo. Et bien sûr, notre travail, c'est de démêler, et à l'occasion de ces problèmes, on s'aperçoit qu'il y a effectivement, il y a soit des failles dans la législation, soit une mauvaise volonté de certaines administrations ou de certaines institutions, c'est évident. Hélène, si tu c'est notre rôle de réagir. Par exemple, et tu peux nous donner, toujours sur ce point-là, comment améliorer la représentation, contribution, coopération, participation des citoyens, dont tu portes le nom. Voilà. Tu as des idées là-dessus ou ça te paraît... Est-ce que tu t'es déjà présenté à une élection toi-même? Non, jamais. Pas encore, ça viendra parce que tu es toute petite. Je suis pas sûre que je vais grandir beaucoup. La taille n'a jamais empêché personne d'être élu. Mais non, le fait d'être une femme un peu, le fait d'être une femme un peu plus, quand on regarde la proportion là, c'est plutôt. Tu as pensé à ça? C'est vrai que. Qu'est-ce que tu feras ça passe parce que c'est bien joli de lui taper sur la tête, mais il faut aussi se mettre. Pas facile de nouer le contact. Je pense que bon, déjà au niveau, alors après, malgré effectivement, nous l'idée en tout cas dans le cadre du collectif citoyen, c'est effectivement qu'il y ait des assemblées citoyennes, donc effectivement qu'il y ait un travail entre. Il y a des comités de quartier d'ailleurs à Bergeron. Vous avez fait ça aussi en tant que. J'ai fait des réunions de quartier. Et j'ai suscité la naissance d'associations de quartier. Donc, alors moi, et pourquoi pas, mais derrière à ce moment-là, ça veut aussi souvent dire, moi je me rappelle puisqu'on arrive sur cette expérience-là, que ce qui est très important à ce moment-là, c'est aussi pour le coup qu'il y ait une possibilité qu'une partie des finances
soit décidé par les gens. Hein. C'était l'expérience qui avait été faite au Brésil, notamment à Porto Alegre. C'est-à-dire qu'à partir du moment parisien, ça s'est fait. On donne, oui, mais c'est souvent des discussions. Ce qu'il faut à un moment, c'est donner un pouvoir de décision et un pouvoir financier, c'est-à-dire à un moment pouvoir décider concrètement où est-ce qu'on met les Non, sous. honnêtement, Voilà. je ne l'ai pas fait et honnêtement, je dis c'est pas facile parce que je vois l'actuelle municipalité de Bergerac a attribué, je crois, quelque chose comme 5 000 € à répartir par les comités de quartier, par chaque comité de quartier. Excusez-moi, avec 5 000 €, on va pas très loin. Le problème, il est là. C'est-à-dire, oui, non, mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je veux dire. Mais c'est pas mal, ça. Non, mais enfin, 5 000 €, excusez-moi, vous ne changez rien dans la vie d'un quartier avec 5 000 €. C'est mieux que rien. Oui, non, mais c'est mieux que rien. Je ne suis pas contre cette idée. Mais si vous voulez, moi, je pense que ce qui est beaucoup plus important, c'est que les gens puissent être entendus sur les décisions vraiment importantes et pas à la marge. Oui, non, alors là, le problème, effectivement, les mécanismes, ils sont encore, ils sont encore à mettre au point. Je suis d'accord. Mais c'est pas facile parce qu'il faut que les gens s'impliquent. Moi, je veux dire, la grande difficulté. Non, mais attendez, la grande difficulté. Tout le monde, c'est facile de lancer tout sur la tête des élus en disant tout est de la faute des élus. Et moi, je n'attends rien des députés. C'est des phrases faciles de gens, je dirais, qui n'ont jamais eu de problème. Excusez-moi. On vous a fait. Par contre, il faut bien que vous non, mais voilà. Mais je veux dire, par contre, moi, en tant qu'élu, j'ai toujours cherché le dialogue avec mes concitoyens. Et je dirais, la grande difficulté, souvent, c'est d'arriver à établir, à trouver ce dialogue. Parce que les gens se livrent pas facilement. Il faut dire aussi que les gens se livrent pas facilement. Ils ont raison, ça s'appelle la pudeur. Ah oui, mais c'est pas simple. Hein. Je veux dire, et le problème, c'est comment bâtir des cadres qui fassent que les gens s'impliquent davantage. Moi, j'ai plusieurs fois. Bonne question. Non, mais mais je veux dire, c'est une vraie question. Non, mais ça, je crois que là-dessus, c'est. Moi, je pense que l'idée de base, c'est qu'on est député une fois dans sa vie, 5 ans, voilà, et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on saurait aussi qu'on est susceptible de pouvoir être député tous un jour. Enfin, en tous les cas, si ça tournait, je veux dire, forcément, mais là, les gens, ils ont agi. Donc, de toute façon, au bout d'un moment, enfin, 4, non, disons que 20 ans, ça fait 20 ans, ça fait presque une 93. Voilà, ça fait 2017 et 2002. Voilà, ça fait presque, bon, en tout cas, pour vous, apparemment, la moitié d'une vie professionnelle, pour un certain nombre, leur vie professionnelle. Donc, en clair, au bout d'un moment, on se retrouve en face de personnes dont le seul objectif, et c'est compréhensible, hein, enfin, je veux dire, mais c'est parce que c'est le système qui induit ça. Donc c'est bien, moi, je n'accuse pas les hommes, j'accuse le système dans lequel on fonctionne, qui fait que de toute façon, donc, les gens se retrouvent donc en font un métier, et donc quand on a un métier, ça semble assez normal de ne pas vouloir le perdre, parce que c'est aussi ça qui vous nourrit, et donc pour le coup, le but c'est d'être élu, quelque part, quel que soit, presque à tout, et parfois à tout prix. Moi, je vais vous répondre là-dessus. Oui, mais donc on pourrait, il y aurait le fait que, effectivement, en plus, bon, il y a quand même la représentation, si on regarde quand même les catégories socio-professionnelles à l'Assemblée nationale, moi je veux bien, mais je ne pense pas que ça soit tout à fait représentatif de la France. Hommes blancs, plus de 55 ans. Il y a quand même un vrai problème. Des classes supérieures. Et donc comment voulez-vous que les gens s'impliquent quand ils ne sont représentés que par des gens qui de toute façon en général ont une catégorie socio-professionnelle largement au-dessus de la leur et non pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes intérêts. On ne défend pas les mêmes choses. Enfin, je veux dire, la lutte des classes a encore un sens. Et si on ne fait pas, si on pense que... Et ce discours-là, il est complètement... Enfin, je veux dire, on a l'impression que ça n'existe pas, qu'on est tous pareils, mais ce n'est pas vrai. On n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas forcément... Et donc, il faut bien qu'il y ait du conflit un peu qui émerge. Et là, avec des assemblées nationales que l'on a, de toute façon, c'est fichu d'avance. Je ne vois pas en quoi un médecin va voter contre un architecte et contre un avocat. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est la même chose. Ils fréquentent les mêmes gens, ils mangent ensemble, ils lisent les mêmes bouquins. Enfin, je veux dire... Donc, il me semble que ne serait-ce que... Et plus si affinité. Et plus si affinité. Est-ce que je peux répondre? Attendez, pardon. Non, mais elle s'enflamme, elle a raison, elle a dit beaucoup de choses à la fois, mais elle a raison. C'est vous quand qui même. dites, Non, mais juste un truc, c'est... Moi, j'ai appris ça dans cette enquête dont je parle, là. Quand même, la Suède a le plus de cumulards en Europe. C'est 35% de leur assemblée.
l'Italie n'a que 7% de cumulard. Nous, c'est plus de 80, quoi. Ça la fout mal. Bon. Je sais bien qu'on ne veut pas, on est exceptionnel et qu'on ne veut surtout pas faire comme tout le monde, mais enfin là, ça commence à se voir. Alors moi, je peux vous répondre, là, un chou. La parole est à la défense. Parce que, excusez-moi, j'aime bien les choses équilibrées. Non, mais j'aime qu'aussi l'équilibre dans les procédures. C'est ça, oui. Ça se discute. On n'est plus en campagne, il n'y a plus les compteurs. Non, il n'y a plus les compteurs. Enfin, écoutez, j'ai quand même le droit de répondre. Absolument. Vous êtes là pour ça. Bon, d'abord, vous dites, moi je voudrais, d'abord, personnellement, j'en ai jamais fait un métier, pour une raison très simple, c'est que j'avais un métier qui me permettait de gagner beaucoup mieux ma vie qu'en étant député. Donc, alors, excusez-moi. Vous n'êtes sans doute pas la majorité, je ne disais pas. J'ai rien gagné à être député, j'ai perdu. Je dirais même que financièrement. Des catégories sociales. Non, mais je veux dire, voilà, bon, ça, je dirais là-dessus, on ne peut pas m'accuser sur ce terrain-là. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, qui sont à l'Assemblée, qui auraient beaucoup mieux gagné leur vie, si on veut raisonner comme ça, en étant hors de l'Assemblée. Alors, catégorie sociale supérieure. Catégorie sociale supérieure. C'est vrai que je viens de la haute fonction publique, c'est certain, mais c'est vrai aussi qu'il y a un certain nombre de compétences qu'on acquiert. D'accord, là, vous l'avez déjà dit, compétences. Ceci dit, moi je vois à l'Assemblée nationale, je vois quand même, contrairement à ce que vous dites, il y a quand même des gens d'origine quand même beaucoup plus diverses que vous ne le dites. Moi je vois. Attendez, non. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision des choses. Je vais dire une bêtise, je vais pas les donner. Non, mais je vois beaucoup de gens à l'Assemblée nationale qui sont d'origine très diverses. Et je dirais que s'il y a pas, non, mais attendez, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui peut-être un peu trop. Il y a une remontée. Non, alors vous vous trompez, parce que les médecins, leur nombre est quand même assez limité. Il doit y en avoir une trentaine, 30 à 40 à l'intérieur de l'Assemblée. Donc ils ne dominent pas à l'intérieur de l'Assemblée. On va pas faire du racisme social. Non, mais on ne fait pas du racisme social. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas une plus grande diversité socioculturelle, c'est beaucoup la faute des partis politiques. On est d'accord là-dessus. Bon, et je dis effectivement, mais je dis n'exagérons pas, parce que moi j'ai quand même travaillé avec beaucoup, en tant que fonctionnaire de l'Assemblée, j'ai travaillé avec beaucoup de parlementaires, et j'ai côtoyé un très grand nombre de mes collègues d'origine, et il y avait des gens quand même d'origine très diverses, et beaucoup plus diverses que vous ne le pensez, que vous ne le dites. Relativement, disons. Oui, relativement plus diverses que vous ne le dites. Donc je dirais, il ne faut pas exagérer là-dessus. Vous savez bien que c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que dans une élection, les gens qui vont se mettre en avant, c'est des gens qui ont une certaine facilité à exprimer les choses. Moi, j'avais 10 jours de congé pour faire ma campagne. Non, mais c'est vrai que c'est un problème. J'étais vachement content. C'est vrai que c'est un problème. Et qu'il faudrait peut-être plus former. Et qu'il faudrait peut-être plus former les gens. Parce que c'est un problème de formation. Moi, je ne sais pas si les formations politiques font cet effort, mais c'est vrai qu'à certaines époques, il y avait les formations politiques faisaient peut-être un plus grand effort de formation de leurs candidats potentiels, etc. Ça compte aussi. Vous avez raison. Le problème de la formation, si vous voulez, des candidats, c'est quand même un enjeu très grand. Et la formation des militants, puisque c'est par là que les choses se font. C'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a plutôt régressé sur ce terrain-là par rapport à ce qui existait il y a un certain nombre d'années. Il faut peut-être se repencher sur ce problème. On va s'approcher doucement de la fin de cet entretien. Tu pourrais brancher le micro, M. Garry. Décidément, non mais ça c'est un truc, c'est un acte manqué. Bougez pas. Votre inconscient parle. Oui. Vous ne voulez pas être ici. Mais non, j'ai toujours été très bien ici. Merci encore d'être venu. Mais donc au moins ici on dit des choses intéressantes et moins convenues qu'ailleurs. Bon. Ça c'est on essaye. Mais puis on essaie de vous mettre un peu sur le. Mais de poser les vraies questions. On va peut-être terminer. Il y aurait évidemment énormément de choses à dire. Tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Non, moi je voulais évoquer l'air fétide de la politique bergeracoise. Si on pourrait peut-être revenir sur cette petite phrase. C'est son côté journaliste. Non, bon, voilà, c'était un soir du second tour, je crois.
est-ce que vous avez déjà pris un peu de distance par rapport au second, par rapport au premier tour? Pour nos nombreux, attendez, oui. Je précise pour nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent depuis l'Australie et la Nouvelle-Zélande que quand il parle d'Air fétide, c'est une citation de vous-même. Enfin, une citation qui est parue dans le journal local. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez pris un peu que je maintiens, vous maintenez, et puis est-ce que vous en avez tiré une leçon de ce parcours politique que vous avez eu, et comment vous pensez vous investir encore dans la politique? Je continuerai à m'investir. D'abord, j'ai un mandat de conseiller général que je mènerai jusqu'à son terme. Pas de la même façon qu'avant, c'est-à-dire que je m'intéresserai plus, si vous voulez, aux problèmes à l'échelle du département. Je suis conseiller général de la Dordogne et pas seulement de Bergerac, parce que c'est aussi dans ce conseil général, on a tendance à vouloir contenir les conseillers généraux uniquement dans leur canton. C'est-à-dire que pratiquement on n'a pas le droit de parler de ce qui se passe dans les autres cantons. Je rappelle que quand on est conseiller général, on est conseiller général du département de la Dordogne dans son ensemble. Et donc je continuerai à m'intéresser surtout aux problèmes de fond. Je perdrai certainement beaucoup moins de temps, j'ai dit, dans les inaugurations, les manifestations, etc., avec tous les piques-assiettes institutionnelles qui pullulent dans cette ville. Et c'est ça que j'appelle l'air fétide de la politique bergeracoise. C'est parce que c'est contribué en partie. J'ai participé, non, mais c'est vrai. Mais je l'ai subi aussi. Mais je l'ai subi aussi. Mais c'est vrai que c'est une ville qui reste avant tout une ville de notables qui sont là, surtout à pas dire un mot plus haut que l'autre, etc. Et ça, c'est vrai que ça nuit beaucoup. Au débat politique à Bergerac, parce qu'on peut parler de rien, ou à peu près de rien. C'est plus dur à Bergerac qu'à Périgueux ou qu'à Angoulême? Non, c'est comme ça un peu partout. C'est comme ça un peu partout. Mais je dis que ça nuit au débat politique parce qu'on ne peut, je veux dire, dès qu'on veut aborder un problème de fond, aussitôt ça dérange un certain nombre de gens et on ne peut pas le faire. Moi je trouve que si on peut relancer le débat de manière plus citoyenne et sur les vrais enjeux, je pense que ça sera bien. Hélène, toi qui es relativement nouvelle sur notre cher territoire bergeracois, tu as déjà pris une petite image ou c'est trop récent pour que tu aies une image comme ça globale? Enfin, moi, ce qui m'a marqué, mais là, c'est un peu le désert culturel. Pas tout à fait, parce que heureusement, il y a des associations, justement, comme Tapage, qui essayent de... Voilà. Donc, il paraît qu'il y a même une télé associative locale. Qui s'appelle Canal France, c'est incroyable. Attendez, là, vous faites c'est la publicité clandestine. Attention, Clandestine. Mais c'est vrai que... Enfin, moi, c'était ça qui m'avait quand même un peu... Voilà. Après, pour le reste, je dirais des bêtises, quoi. Donc, vous auriez une image, vous aussi, à nous confier comme ça de votre vieille expérience bergeracoise, votre grande expérience bergeracoise? C'est-à-dire une image? Une image, je sais pas, en gros, si c'est un peu idiot comme question. Non, mais je trouve qu'on a fait des choses. Enfin, moi, je trouve que j'ai été pendant. J'ai fait 2 mandats en tant que maire avec mon équipe. Je trouve qu'on a fait bouger beaucoup de choses et qu'on a fait beaucoup de choses. Voilà, mais vers quoi votre image idéale de Bergerac, ce serait laquelle? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas... Bergerac, c'est une ville moyenne. Fétide, qui n'est pas vraiment idéal. Oui, mais ce que j'aime pas, c'est le climat qui s'est instauré dans cette ville. Qu'est-ce que vous aimez plutôt? Moi, ce que j'aime bien dans cette ville, c'est quand même ce qu'elle porte comme image. Elle a des potentialités très fortes dans beaucoup de domaines. Et j'accepte pas, si vous voulez, qu'on dise que parler de rien patrimoine et d'histoire. Non, du patrimoine, mais même d'économie. Il y a une économie locale. Moi, j'en ai marre d'entendre des gens dire qu'il n'y a plus d'industrie dans le Bergeracois parce qu'ils ne voient plus les industries en plein cœur de Bergerac. Les industries, elles ne sont plus dans Bergerac, elles sont sur les zones d'activité, elles sont dispersées un peu partout sur le territoire. Il faut voir le territoire dans sa réalité. Bon, moi je pense qu'on a... Ce dynamisme dont vous nous parlez, là, il serait plutôt commercial, artisanal? C'est une ville qui repose, c'est vrai, beaucoup sur le commerce, l'artisanat, la petite industrie. Mais c'est une ville aussi où il y avait des aspirations culturelles. Parce qu'il y a une tradition culturelle. On est quand même au pays de Montaigne, de Maine de Bihan, d'Élysée Reclus. Bon, je veux dire, Samuel Pozzi, Claude Bourdet, tout ça, c'est quand même des gens qui sont issus du territoire bergeracois. Donc, je veux dire, il y a toujours eu une certaine... Et ce que je trouve aujourd'hui, c'est que il n'y a plus grand monde qui parle à Bergerac. Moi, c'est ce que je déplore. Qui dites-vous? Mais voilà, je trouve que c'est triste que dans cette ville, il y avait des gens qui avaient quelquefois un peu des
grandes gueules, mais qu'on entendait, qui n'étaient pas forcément des politiques. Excusez-moi, des gens comme Jacques Lagabriel, comme Enea Plazy, comme André Tardy, des gens comme René Coicot, c'était des gens, ils portaient des choses. Bon, aujourd'hui, j'entends plus personne à Bergerac. Et même exprimer les besoins et les... Hein, c'est un peu dramatique. C'est un peu dramatique. D'accord. Bon. Moi, je Président. Peut-être dernière question Oui, sur est-ce que ça a président. encore un sens d'être gaulliste de gauche aujourd'hui? Qu'est-ce que ça signifie? Ah, il paraît que vous faites un bouquin sur... Oui, je suis en train de faire. D'ailleurs, il y a une chose que je vois, que ça c'est que les gaullistes de gauche, tout s'est toujours très mal terminé pour eux, précisément parce qu'ils se sont trouvés un peu dans la situation dans laquelle je me trouvais. Oui, non, mais voilà. Mais non, non. Est-ce que ça a encore Oui, je pense que ça... dans un monde de plus en plus, on va dire, un terme un peu galvaudé, globalisé, mondialisé? Est-ce qu'il y a c'est encore un sens? Quelles sont les valeurs que ça peut porter aujourd'hui? Oui, je veux dire que vous êtes has-been avec votre... Non, mais je ne pense pas être un has-been. Je ne suis pas plus un has-been que quelqu'un qui se réclame du socialisme. Socialiste, ça date du 19e siècle. Que quelqu'un qui se réclame du libéralisme. Libéraliste, ça date du 19e siècle. Donc, je veux dire, le gaullisme, c'est plus récent, excusez-moi. Okay. Mais c'est attaché à un contexte particulier, des Trente Glorieuses, de la guerre froide... Non, le gaullisme était lié quand même à la fois à une certaine idée de la France, c'est ce que disait le général mais qui n'est pas antinomique avec la construction européenne, parce que le général de Gaulle n'était pas opposé à la construction européenne. Ça vous anime toujours, ça, enfin, ce genre de truc? Ah oui, moi je crois beaucoup à la construction de l'Europe. Je crois qu'il faut, et je pense qu'il est très important dans la construction de l'Europe de réussir à lier à la fois les nations, parce que les nations restent des réalités fortes, ne serait-ce que sur le plan électoral, c'est la nation qui reste le lieu privilégié d'exercice de la démocratie. Vous êtes devenu fédéraliste? Je ne suis pas fédéraliste, je suis pour une alliance entre l'Europe et les nations. Je pense qu'il y a une formule de Jacques Delors que j'aime bien, une fédération d'États-nations. Ça dit bien ce que ça veut dire. Oui. Ben, il faut arriver à faire cette conciliation entre les deux. Oui. Ça, je trouve que c'est quand même un enjeu considérable. Et je trouve que ça justifie de se battre, ça. Et ça rejoint un peu l'idée gaullisme. Le gaullisme, c'est beaucoup, c'est le refus du renoncement, c'est le refus, c'est l'idée d'indépendance qu'on a perdue, notamment en revenant dans l'OTAN, ce qui fait qu'aujourd'hui on est prisonnier. Le gaullisme, c'est pas de défense européenne commune, c'est pas le Royaume-Uni. Si, c'était l'idée d'aller vers une défense européenne commune. Le général de Gaulle n'était pas très Si, il était hostile à la CED, parce que la CED, c'était une structure technocratique sur laquelle, qui n'était pas soumise à un pouvoir politique. Ça y est, on va faire de la géopolitique. Ah oui, non, mais c'est intéressant. Mais ne pas remettre en cause, mais ne pas être d'accord avec le traité constitutionnel européen ne veut pas dire que les gens n'étaient pas pour l'Europe. Le traité constitutionnel européen, je suis d'accord. La question était plutôt quelle Europe veut-on? Non, mais je suis d'accord avec vous, la vraie question aujourd'hui, c'est quelle politique on veut en Europe. Ça, je suis complètement d'accord sur cette idée-là. Voilà. Dépassons le débat. En tout cas, le nom a révélé plein de choses, en effet, sur, hélas, l'écart qui n'est pas encore... Mais une idée gaulliste très forte, c'est la participation. Et c'est l'idée, on revient à votre thème de départ, c'est comment faire en sorte que dans la vie publique, dans l'entreprise, les gens soient partie prenante complètement et qu'ils puissent se faire entendre. Et donc, dans votre mandat ça, s'il y a vraiment une idée qui rejoint complètement votre thème d'aujourd'hui, c'est bien le thème de la participation. Et ça, c'est vraiment une idée gaulliste. Dans votre mandat de dans votre mandat de conseiller général, justement, qui est quelques années, sauf s'il y a réforme, etc., des collectivités territoriales, est-ce que vous avez tiré des leçons de tout ça et vous allez peut-être favoriser cette participation? Est-ce que vous avez réfléchi à quelque chose? Moi, je suis ouvert à l'idée de chercher, si on peut bâtir des formes plus nouvelles de participation, je suis tout à fait pour. D'accord. On va avoir droit à c'est quelque chose. Non, mais c'est pas errant. Au public. Mais moi, je suis preneur tout à fait. Général, venez m'aider. Bon, c'est bien. Non, mais c'est pas tout à fait important. Je déconne. Je te laisse le. Oui, merci à tous. Merci à Hélène qui doit s'en aller impérativement parce qu'elle nous fait à dîner ce soir. On saura tous. J'espère que ça sera bon. Merci à toutes nos petites mains. Rosaline qui est avec nous aujourd'hui, on est très contents. Merci Monsieur Garrigue d'être venu. À la prochaine fois sans doute. Mais oui, non, mais moi ça m'intéresse. Merci beaucoup. Merci.